Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire sur l'exploitation sexuelle des mineurs et dynamique familiale. Avant de pouvoir vous présenter notre intervenante, je voulais vous faire un point un peu de situation concernant notre dispositif, donc Inside. Je me présente Béatrice Parent, je suis la coordinatrice du dispositif Inside. Et au nom du dispositif Inside de l'association ALC, dédié à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, nous sommes heureux, parce que nous sommes que des femmes aujourd'hui, à vous présenter ce webinaire, de vous accueillir aujourd'hui. Donc, petit rappel concernant nos missions. Inside consiste et intervient sur 3 missions. Donc, une première qui est l'accompagnement numérique première ligne, basé sur de la maraude numérique, donc tout ce qui est site de sexe tarifé, réseaux sociaux et autres plateformes, et plus spécifiquement des pertes de vue via des mandats d'intervention envoyés par les familles, les structures, les institutions lorsqu'il y a de la suspicion d'exploitation sexuelle ou des faits avérés. Nous faisons également de la prévention et de la sensibilisation des jeunes via des ateliers de sensibilisation adaptés au public. Nous faisons également de la formation pour les professionnels sur l'exploitation sexuelle des mineurs avec un module de base et l'exploitation sexuelle des mineurs à l'ère du numérique. Si vous souhaitez plus d'informations sur nos missions, ne pas hésiter à nous contacter. Vous aurez toutes les informations nécessaires à la fin du webinaire. Nous organisons également plusieurs webinaires chaque année. Un grand qui correspond un peu à un séminaire annuel de 3 heures et 3 plus petits formats, donc que nous avons appelés des voix d'experts comme aujourd'hui, d'une durée d'1 heure. Donc, à travers l'organisation de ces webinaires, notre ambition est de soutenir la formation continue des professionnels, de nourrir le questionnement de nos pratiques professionnelles et d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Nous souhaitons ainsi élargir notre compréhension de ce phénomène complexe en confrontant nos approches et en croisant différents regards. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Bénédicte Lavaux-Legendre, professeure et chercheure forte de son expertise, reconnue sur la question de la protection de l'enfance, des violences faites aux enfants et des politiques publiques. Son intervention portera plus particulièrement sur le profil des jeunes victimes, les jeunes, les politiques publiques et les perspectives qu'elles ouvrent, et ainsi que les outils et des approches différentes d'autres pays. Donc, ce webinaire nous invite à croiser nos savoirs, à renforcer nos compétences et à nourrir une vision plus large de l'accompagnement, de la protection des mineurs face à l'exploitation sexuelle. Donc, je vous remercie pour votre présence et je laisse la parole, à Héloïse Marie, la juriste du dispositif. Bonjour à tous. Ah, bonjour à tous, un petit problème de son. Donc Héloïse, je suis la travailleuse sociale au sein du dispositif Inside et je serai votre Madame Loyale aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions techniques dans le chat et toutes vos questions à notre intervenante dans l'onglet Q&R que vous avez en bas de votre écran. Voilà, commençons. Je passe la parole à Bénédicte Lavaux-Legendre. Merci beaucoup. Donc, merci pour votre invitation. Donc, je vais apporter des éléments de réflexion plus précisément sur cette question qu'est exploitation sexuelle des mineurs et dynamique familiale. Comme ça a été dit, moi je suis chercheur en fait, donc j'ai l'habitude de travailler sur des données dans un bureau. Je ne suis pas au contact direct des jeunes accompagnés, ça peut m'arriver occasionnellement, mais ce n'est pas du tout mon quotidien. Et donc, nous avons réalisé avec des collègues sociologues, épidémiologistes et psychologues 2 études assez importantes sur cette question de la prostitution des mineurs ou de l'exploitation sexuelle des mineurs. Et nous avons plus spécifiquement travaillé sur un mode particulier d'organisation criminelle qui est la prostitution par plan. Il est important que je vous dise ça parce que les données que je vais vous présenter sont liées les résultats que je vais vous présenter sont liés aux données que nous avons étudiées.
il y aurait sans doute des nuances à apporter, des précisions à apporter si on travaillait plus largement sur toutes les formes d'exploitation sexuelle des mineurs. Moi, j'ai travaillé sur cette forme particulière d'organisation qui est la prostitution par plan. Et je me suis donc posé la question, à la demande donc du dispositif Inside, je me suis posé la question du rôle ou des dynamiques familiales, de la place des parents dans cette exploitation, mais peut-être aussi dans l'accompagnement de ces jeunes et dans les choses qu'on peut mettre en place pour ces jeunes et avec ces jeunes. Donc, pour revenir très rapidement, puisque ce n'est pas du tout le sujet exact d'aujourd'hui, mais j'ai besoin de le situer, revenir sur la prostitution, forme de prostitution qu'on a étudiée, la prostitution par plan. C'est une forme d'organisation criminelle, en fait, qui implique à la fois un lieu, une période de temps et des individus exerçant des rôles stables. Un lieu, c'est-à-dire que la prostitution dont je parle a lieu dans des lieux privés, dans des chambres d'hôtels, bien souvent, des appartements Airbnb dédiés à des fins de prostitution, loués spécifiquement à des fins de prostitution. On n'est pas du tout sur une prostitution qui implique un racolage dans la rue, par exemple. Cette prostitution, elle s'exerce généralement sur des périodes de temps d'environ 3 jours, un peu plus, un peu moins. Mais ce qui est important, c'est que pendant le plan, même si c'est qu'une demi-journée, pendant le plan, la jeune fille n'a pas la liberté d'aller et venir. Elle va être enfermée dans la chambre et on lui demande, enfin, on la contraint à ne pas sortir de la chambre. Donc ça, c'est une forme de contrainte très importante qui est identifiée dans cette forme d'organisation de la prostitution. Et on a à minima une prostituée et celui qu'elles appellent le patron, mais aussi bien souvent des individus qui gravitent autour de cette cellule de base que sont les prestataires qui vont ravitailler, frapper éventuellement, transporter, etc. Donc ça, c'est vraiment le cadre qui permet d'identifier la forme d'organisation sur laquelle nous avons travaillé. Et à partir de ce cadre-là, je vais vous dire qu'est-ce que je comprends du profil des jeunes que j'ai pu identifier dans cette forme d'organisation et qu'est-ce que je comprends de la place des familles, des dynamiques familiales dans lesquelles s'inscrivent ces jeunes. On a travaillé sur 103 individus, plus précisément sur 52 individus qui exercent le rôle de prostituées. Pour des raisons évidemment de facilité, je vais dire directement prostituées. Ça ne veut pas dire que je les réduis à l'exercice de cette activité, mais ça m'évite de dire à chaque fois des jeunes qui exercent l'activité de prostitution. Donc, je les désigne comme par leur rôle, c'est-à-dire des prostituées. Au sein de la population sur laquelle on a travaillé, elles ont entre 14 et 27 ans, près de la moitié à moins de 18 ans. Donc, on est quand même bien sur une prostitution de mineurs globalement. Et l'autre moitié entre 18 et 21 ans. Donc, on est vraiment sur des jeunes majeurs, en tout cas sur des jeunes pour lesquels le lien à la famille se pose avec beaucoup d'importance, puisque on sait bien qu'il peut y avoir une prise en charge jusqu'à 21 ans pour les jeunes majeurs. On est sur des publics qui ont encore largement besoin de leurs parents qui ne sont pas forcément autonomes. On va voir 3 parties pour essayer de définir la place des familles dans cette activité. D'abord, on va voir que c'est quand même globalement, par rapport à la fois au reste de notre population d'études, mais aussi par rapport à une population de référence, à une population lambda, une population non concernée forcément par la prostitution, on va voir qu'il s'agit de jeunes qui ont subi des parcours de violence. Et on va se poser la question de savoir si ces parcours de violence sont le fait des parents, de la famille, ou si ce sont des violences physiques et ou sexuelles qui ont été subies dans un autre cadre que le cadre familial. Ça va être le premier point. Le deuxième point, on va s'interroger sur ce que dit la loi par rapport à la place de la famille une fois qu'on identifie que la mineure est éventuellement en situation de prostitution. Et puis, dans un troisième temps, et vous comprenez déjà un petit peu mon positionnement sur le sujet, la question, ça va être quelle place on peut faire aux familles, au-delà de ce que dit la loi, puisque vous allez voir que quand même, globalement, la loi laisse une place aux familles, n'exclut pas nécessairement, a priori, la famille de l'environnement de la jeune. Comment on fait pour laisser une place aux familles, pour accompagner les familles quand elles sont confrontées à ce tsunami, évidemment tout à fait considérable, qui est le fait d'apprendre que leur fille se prostitue. Premièrement, donc, des mineurs qui ont subi des parcours de violence. Donc là, je vais vous donner quelques résultats. Le premier constat, c'est que, je vous l'ai dit, au sein de notre population d'études, on voit que les jeunes prostituées sont surreprésentés parmi les individus qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles. C'est-à-dire que dans notre population d'études, on avait à la fois des jeunes qui se prostituaient, mais aussi des proxénètes et des prestataires, puisque je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est parti de dossiers judiciaires, on est parti de procédures pénales qui étaient arrivées, pour lesquelles il y avait une instruction bien souvent, et qui étaient arrivées devant le juge pénal. Et on a
collecté l'ensemble des individus, on a attribué un rôle à l'ensemble des individus, et on a essayé de comprendre quel était le rôle de chaque individu dans ce processus criminel. Et ce qu'on constate, c'est que les prostituées sont beaucoup plus victimes, ont beaucoup plus subi de victimes dans leur enfance que les proxénètes ou que les prestataires logistiques. Donc ça, c'est déjà une première information extrêmement importante. Et a fortiori, vous vous en doutez bien, si on compare le taux de violence subi par les prostituées, il est beaucoup plus important encore que si on compare par rapport à une population de référence. Quelques chiffres par rapport à la population d'études, 80% des jeunes prostituées ont subi, au moment où on les rencontre, enfin, le juge les rencontre, des violences physiques et ou sexuelles, hors prostitution, 80%, alors qu'au sein de l'ensemble de la population d'études, si j'inclus les proxénètes et les prestataires, c'est de 53%. On pourrait compléter les chiffres, mais je ne vais pas avoir le temps d'entrer trop dans les détails, mais évidemment, par rapport à une population d'études lambda, on n'a pas 80% d'individus, 80% de jeunes adultes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles. Donc, on voit bien que c'est vraiment un facteur qui ressort pour caractériser cette population-là. Le deuxième constat, on s'est interrogé du coup pour savoir dans quel contexte avaient été subies ces violences. Est-ce que ces violences sont toutes liées au contexte familial ou non? Eh bien, on va voir que non, toutes les violences subies par ces jeunes n'ont pas été subies dans le contexte familial. Il y a aussi bien des cas dans lesquels les violences physiques et ou sexuelles ont été subies hors contexte familial. Et puis, on va aussi distinguer de savoir si cette catégorie globale de violences, comment elle se répartit entre les abus physiques, les violences physiques ou les violences sexuelles. Je précise que pour les violences physiques, à l'instar des propos qui sont tenus par de plus en plus de chercheurs et de professionnels aussi, je pense notamment au juge Durand, on a inclus dans les violences physiques subies le fait d'avoir grandi dans un climat de violence, notamment quand il y a des violences conjugales sur la mère et que l'enfant en est témoin, on a considéré que l'enfant était victime des violences. Donc ça, on a retenu une définition relativement large des violences. Et donc là, on va voir que dans l'enfance, on a au sein de la population de prostituées, on a une équivalence sur ceux qui ont subi des violences, des abus sexuels dans la famille ou hors de la famille, c'est les chiffres 12 et 12. Donc en bleu, c'est les abus sexuels subis dans la famille et 12 à côté, c'est à nouveau les abus sexuels mais subis hors de la famille. Pour ce qui est des violences physiques dans l'enfance, c'est pareil. On a à la fois des violences physiques subies dans la famille ou hors famille, c'est à peu près à part égale. Et en revanche, pardon, il y a une erreur, c'est abus sexuels dans l'adolescence. On voit que les abus sexuels subis hors famille à l'adolescence sont beaucoup plus importants que les abus sexuels subis dans la famille à l'adolescence. Ce qui n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'une adolescente, les abus sexuels vont être plus facilement commis au sein de la famille sur des jeunes enfants que sur une adolescente où là, il y a plus de risques qui viennent de l'extérieur. Et en revanche, les violences physiques à l'adolescence sont plus subies au sein de la famille. Donc, vous voyez que cette question, finalement, des violences, elle mérite d'être regardée de façon assez précise pour essayer de repérer de façon plus précise l'origine des violences et le contexte des violences. Alors, troisième constat, c'est pas parce qu'on a une surreprésentation des violences chez des jeunes ayant subi des violences chez ces prostituées que toutes les prostituées ont subi des violences. Et ça, c'est vraiment important à rappeler aussi. Toutes les prostituées n'ont pas subi des violences. Certaines jeunes, avant d'entrer dans la prostitution, avant d'être recrutées par les proxénètes, n'avaient pas subi de violences ni physiques ni sexuelles. En revanche, et c'est très important à repérer, au moment de l'entrée dans la prostitution, il va y avoir, j'ai envie de dire, quasiment systématiquement, des faits de violence qui vont être extrêmement traumatisants. Notamment, je vois que le son est très haché, je ne sais pas quoi faire pour vous aider, donc je vais continuer et puis vous réglerez ça comme vous pouvez. Pour ce qui est de ces violences subies au moment d'entrer dans la prostitution, on identifie effectivement de façon très précise un phénomène qui est une pratique criminelle, une stratégie criminelle qui est ce que les jeunes appellent le test sexuel. C'est quoi le test sexuel? C'est le fait où le proxénète, au moment où le proxénète va rencontrer celle qui va se prostituer, il va lui dire « J'ai besoin de savoir si tu es apte ou pas. J'ai besoin de te tester pour pouvoir te recruter. » Il lui fait passer ce que certains appellent, de façon assez évidemment particulière, certains appellent un entretien d'embauche.
Et du coup, ce test sexuel, ce n'est évidemment rien d'autre qu'un viol, puisque la jeune va dire, ben moi, je veux bien pratiquer ce test sexuel, mais je n'accepte que tel type de pratique sexuelle. Ben, précisément, on va lui imposer, lors de ce test sexuel, pour savoir si elle est apte ou pas, on va lui imposer un autre type de pratique sexuelle que les pratiques qu'elle aura acceptées. Et ça va avoir un effet très direct et très immédiat sur les jeunes, et je pense que les proxénètes l'ont très bien identifié, parce que ils ne le mettraient pas en œuvre de façon aussi systématique si ce n'était pas le cas. Ça va provoquer des éléments qu'on identifie bien lorsqu'on travaille un peu sur ces problématiques, des éléments de sidération. Donc la jeune est comme figée, elle ne peut plus réagir, elle ne peut pas réagir, donc elle ne peut pas fuir, elle ne peut pas dire non. Et aussi des éléments de dissociation, c'est-à-dire qu'elle va se couper en deux et accepter de faire des choses qu'elle n'aurait pas acceptées en temps normal. Elle va aussi possiblement être soumise à des phénomènes d'amnésie traumatique. Vous reconnaissez dans ce que je dis tous les éléments qui vont être des composantes possiblement du psychotrauma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma population d'études, j'ai soit des jeunes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles dans la famille, soit des jeunes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles hors de la famille, soit des jeunes qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles au moment de l'entrée dans la prostitution. Mais du coup, j'ai envie de dire, elles ont toutes subi. Lorsqu'elles entrent dans cette prostitution par plan, en tout cas, elles ont toutes subi des violences physiques et ou sexuelles. Et du coup, ça va avoir des effets tout à fait considérables sur la manière dont elles vont se comporter et dans la manière dont elles vont être réceptives ou non à ce qui va leur être proposé. Quatrième constat, on est toujours en train de s'interroger plus ou moins sur la place de la famille auprès de ces jeunes. Il y a la place de la famille préalablement à l'exploitation, mais il y a aussi la place de la famille auprès de ces jeunes une fois que la situation d'exploitation existe. Il se peut qu'au sein des familles maltraitantes, le lien avec l'agresseur ait été rompu. Typiquement, un mari violent, un père violent sur ses enfants, il y a un divorce, il y a une mesure d'éloignement, la mère continue à prendre soin de l'enfant, il se peut que l'auteur des violences ait été mis à distance. Donc, questionner la place de la famille, ce n'est pas forcément se réduire au fait de savoir si, à un moment donné, il y a eu des violences commises par la famille sur l'enfant. Voilà un peu le panorama que je peux dresser sur la place de la famille dans le contexte de violence qui précède l'exploitation. Et le deuxième constat qu'on va faire, qui est très important, et j'ai commencé à l'évoquer déjà, c'est ce que donnent à voir ces jeunes en situation de prostitution. Tous les professionnels qui sont là peuvent en témoigner. Ce sont des jeunes qui sont difficiles à accompagner, qui ne sont pas forcément toujours très sympathiques et très compliantes. Ce sont des jeunes qui peuvent se scarifier, avoir des pensées suicidaires, faire des tentatives de suicide, avoir des troubles du comportement alimentaire, faire des fugues, être dans une agressivité permanente, être d'humeur instable, avoir des problèmes de concentration, avoir des moments où elles vont s'habiller de façon très provocatrice ou des moments où au contraire elles vont s'habiller avec un grand pyjama ou un survêtement ou une grande robe pour masquer toutes leurs formes. Elles peuvent être addictes aux stupéfiants, etc., etc. Et tous ces éléments-là, ce qu'il y a d'assez frappant, donc moi je suis juriste, je ne suis pas du tout médecin, je suis juriste, mais ce qu'il y a de tout à fait frappant par rapport à ces comportements-là, c'est que quand on met en regard le parcours de ces jeunes au regard des violences et ce que ces jeunes donnent à voir, on a quand même l'impression qu'on est dans des éléments qui laissent à penser qu'on est face à des jeunes qui pourraient présenter des troubles de stress post-traumatique. Et comprendre ça et identifier ces éléments-là me semble être un élément tout à fait déterminant dans l'accompagnement de ces jeunes parce que ça va induire que ces jeunes vont avoir des comportements assez spécifiques et qu'il va falloir travailler là-dessus. Sinon, on va aller dans le mur si on est juste dans une posture simplement éducative ou dans une posture d'ailleurs simplement psychologique. Là, on va avoir vraiment besoin d'allier l'éducatif et le psychologique pour pouvoir entrer en contact avec ces jeunes. Alors, comment on va aborder ces jeunes? Je ne vais pas pouvoir aller très loin là-dedans parce que ce n'est pas ma spécialité, mais néanmoins, les travaux de recherche que j'ai pu lire sur cette catégorie de troubles qui sont liés au traumatisme, puisque c'est l'une des seules catégories psychologiques pour laquelle on identifie un élément causal quand vous avez une maladie psychiatrique autre. C'est la journée sur France Inter sur les troubles de santé mentale. Il n'y a pas d'élément causal quand vous avez un trouble de la bipolarité, une schizophrénie, une paranoïa, etc. Il y a plein d'éléments causaux divers, mais il n'y a pas un élément causal lié au comportement ou lié à l'histoire du jeune. Il n'y a pas un élément dont on peut dire c'est cet élément-là qui est susceptible d'avoir déclenché la pathologie.
Les causes vont être multiples, elles ne sont pas forcément bien connues. Mais en revanche, sur le trouble de stress post-traumatique, on a la possibilité d'identifier dans l'histoire du jeune un événement sans lequel il n'y aurait pas eu la pathologie. Si vous avez un trouble de stress post-traumatique suite à un attentat, sans l'attentat, vous n'auriez pas déclenché les troubles liés au stress post-traumatique. Ben là, c'est pareil, avec un trouble de stress post-traumatique qui fait suite à un viol, sans le viol, le trouble ne se serait pas déclenché. Donc, pour poser ce diagnostic-là, les médecins ont besoin d'identifier l'événement qui va avoir fait trauma ou l'ensemble d'événements qui va avoir fait trauma. Et ce qu'analysent les professionnels là-dessus, c'est que la catégorie particulière de trauma, qui est le trauma complexe, donc il faudra entrer dans les nuances, mais ce n'est pas très grave si on ne peut pas entrer dans les nuances, mais ce qu'on peut repérer, c'est que cette catégorie de troubles, elle résulte d'une relation abîmée à l'autre. Quand on parle de jeunes qui ont été violés dans l'enfance, qui ont subi un inceste ou qui ont même été harcelés, on est face à des jeunes qui pensaient être dans une relation de confiance à l'égard d'un adulte ou à l'égard de camarades ou à l'égard d'un cousin ou de quelqu'un de leur environnement. Ils se sentaient en sécurité à l'égard de cette personne et cette personne a eu un comportement qui était totalement inadapté et que le jeune, évidemment, n'a pas pu gérer, n'a pas pu se formaliser, se représenter. Et ça a créé quelque chose qui a abîmé considérablement sa relation et qui va avoir des effets sur le long terme. Donc, si on se dit que les jeunes dont on parle ont subi un événement qui a abîmé leur relation à l'autre, on comprend que pour travailler avec ces jeunes, il va falloir travailler en premier lieu sur la relation. Et il va falloir être en capacité, ou en tout cas avoir en tête qu'il faut essayer de restaurer une qualité de la relation et instaurer un climat de confiance qui va permettre de retravailler de recréer une relation sereine et sécure avec ces jeunes-là avant de pouvoir aborder la suite qui va être éventuellement l'éducatif, le soin psy, etc. Mais il y a quelque chose de tout à fait central autour de la relation. Deuxième point, il faut que j'avance. Deuxième point, la place de la famille auprès des mineurs en situation de prostitution, que dit la loi? Une fois qu'on a dit que la famille pouvait avoir éventuellement eu un rôle dans le parcours du jeune, un rôle pas forcément toujours très bienveillant, mais ou pas, puisqu'on a vu que c'était pas toujours la famille n'était pas toujours en cause quand il y avait une situation de prostitution, dans les facteurs qui ont précédé l'entrée dans la prostitution, on va se poser la question de savoir que dit la loi. Alors, la loi dit que tout mineur en situation de prostitution est un mineur en danger. Tout mineur qui se livre à la prostitution est un mineur en danger. Le service de l'aide sociale à l'enfance a comme mission d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs qui se livrent à la prostitution, qui est réputé en danger, même si la prostitution est occasionnelle. Ça, c'est très important à repérer aussi dans le discours qu'on tient aux jeunes, c'est-à-dire que le jeune qui banalise la pratique de la prostitution, c'est pas anodin de lui dire, bah, tu sais, la loi, elle considère qu'il y a danger à partir du moment où un jeune mineur est en situation de prostitution. Il faut voir comment on le dit, le bon moment, etc. Je ne dis pas qu'il faut le dire systématiquement et toujours, mais ça peut être quelque chose qui peut être pertinent à dire. Pour autant, ce n'est pas parce que le jeune va relever de l'aide sociale à l'enfance que la famille n'a pas un rôle à tenir. Et là, on le voit bien à l'article L223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles. En principe, même quand il y a une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, sauf décision contraire, il y a un maintien de l'autorité parentale. Donc, les parents doivent être associés à toute décision importante concernant la vie de l'enfant. Ça, c'est un premier élément très important. On ne peut pas mettre les parents de côté purement et simplement. Deuxième élément, le document important qui est le projet pour l'enfant, vous savez, qui est construit dans le cadre des dispositifs de prise en charge de ces mineurs. Il doit être construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative du conseil départemental ou judiciaire du juge des enfants qui ont décidé du placement et qui ont décidé donc du placement ou de la mesure d'assistance éducative. Donc, il faut que le projet pour l'enfant soit cohérent avec les objectifs fixés par l'institution judiciaire ou administrative. Et ce document central dans l'accompagnement du jeune, il détermine le rôle du ou des parents dans l'accompagnement de l'enfant. Donc, déterminer le rôle, ça veut bien dire que ce parent peut être appelé à avoir un rôle, à garder un rôle tout à fait conséquent dans l'accompagnement de son jeune. Et le président du conseil départemental, nous dit-on, est le garant du projet pour l'enfant qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale. Donc, on voit que là encore, les professionnels sont censés associer les parents à ce projet pour l'enfant et à l'accompagnement du jeune dans le cadre de l'ASE. Alors, la question, quand même, ça va être concrètement comment ça se traduit, ça.
je vous raconte en 2 mots une expérience qui m'est arrivée il y a quelques temps. J'étais en formation auprès de professionnels et une professionnelle identifie des éléments, enfin, en m'entendant, me dit, mais je pense que cette jeune dont on parle là, elle doit se prostituer parce qu'il y a plein d'éléments qui évoquent sa situation. Et puis je revois cette professionnelle 3 mois plus tard, elle me dit, mais je suis très contente, grâce à la formation que vous avez proposée, etc., on a pu identifier qu'effectivement, il y avait une situation de proxénétisme et la jeune a accepté de déposer plainte, les choses se sont bien enclenchées, on a pu mettre en place plein de choses. Elle dit, il y a juste un point sur lequel on n'est pas très satisfait, c'est que, comme la loi nous y oblige, on a informé les parents de la situation de la jeune en disant, vous savez, votre fille, elle se prostitue. Et en fait, la maman en question a été dépassée par cette nouvelle, ce qu'on peut comprendre. Et en fait, elle a coupé les liens avec sa fille en disant, bah, puisque c'est ça, tu viendras plus en endroit de visite le week-end. Moi, je ne veux pas avoir, je ne sais pas comment elle a dit ça, mais enfin bref, je ne veux pas avoir une jeune qui se prostitue à la maison pendant le week-end, etc. Et du coup, je me suis fortement remise en question en me disant, mais bah, en fait, est-ce que vraiment c'était finalement une bonne solution? Enfin, comment on aurait pu faire? Qu'est-ce que j'aurais pu dire moi pour quand même ne pas oublier les parents dans cette histoire? Parce que concrètement, un parent, justement, qui est bienveillant et qui s'intéresse à son enfant, il peut y avoir des parents très dysfonctionnants, mais un parent qui n'est pas dysfonctionnant, pas trop, pas plus que la moyenne, n'est pas forcément en capacité de gérer une information aussi violente que celle-là, que quand on va lui dire, bah, au fait, je voulais vous dire, votre fille se prostitue. Donc ça veut pas dire qu'il ne faut pas le dire, ça veut dire que informer les parents, associer les parents sur une problématique aussi compliquée que celle-là, ça oblige absolument à informer ou à former les parents. Je suis partie un peu loin avec mon histoire. Je voulais quand même dire pourquoi c'est aussi important d'associer les parents. C'est aussi parce que la loi le dit, donc il faut le faire, ok, mais c'est aussi parce que c'est un besoin fondamental pour l'enfant. L'enfant, jusqu'à 18 ans, on parle d'enfant, il a un besoin de sécurité, un besoin qui est absolument fondamental pour son développement. Il a besoin d'un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il est assuré notamment par la cohérence du cadre posé par les acteurs qui l'entourent. Les acteurs qui l'entourent, c'est qui? Ses parents, théoriquement, l'aide sociale à l'enfance quand il y a une mesure, l'éducation nationale, éventuellement les médecins qu'il va rencontrer, l'ensemble des acteurs adultes, les voisins, les amis qu'il va avoir autour de lui. Et c'est difficile pour un enfant d'être confronté à des discours qui peuvent être contradictoires, voire incompatibles entre les uns et les autres. Et notamment pour un jeune qui bénéficie, si on peut dire, qui fait l'objet d'une mesure de placement ou d'un accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, il a besoin qu'il y ait un minimum de cohérence, ou en tout cas de respect ou de pacte de non-agression, on va dire, entre les parents et l'aide sociale à l'enfance. Et si on a un jeune pour lequel les éducateurs vont plus ou moins dénigrer ou mépriser ou faire de l'humour sur des choses qui auront été proposées par les parents, ou inversement, eh ben, ça va être très déstabilisant pour les parents. Donc, quand la loi dit qu'il faut associer les parents, c'est aussi dans ce but-là, dans le but de maintenir un cadre étayant, un cadre cohérent. Certains, si je pense à Pierre Bengozi, pourrait dire assurer une métagarance, assurer une cohérence du cadre. Donc ça, c'était pour renforcer sous l'angle psy ce que dit la loi en disant il n'y a pas que la loi qui dit qu'il faut associer les parents, il y a aussi l'approche psychologique qui va dans ce sens. Alors, je vous ai donné mon exemple, excusez-moi, j'ai fait une petite digression. Je vous ai donné mon exemple de cette maman qui n'avait pas été incapable de gérer l'information selon laquelle sa fille se prostituait. Eh bien, c'est pour ça qu'il est, à mon avis, important de favoriser, de développer les formations ou les dispositifs d'information des parents. Alors, j'ai donné très peu d'exemples parce que il y a pas mal de choses qui existent. Il y a notamment des lignes téléphoniques qui permettent pour les parents d'avoir des conseils. Donc, c'est des dispositifs qui existent. Là, ça dépend des régions, donc je ne peux pas les donner tous, ça n'aurait pas de sens. J'ai ciblé quelques dispositifs qui me semblent particulièrement intéressants pourtant. La CPE propose des sessions de formation pour les familles et donc j'ai vu que les thèmes abordés sont vraiment très centraux et me semblent assez pertinents. Donc c'est possible de s'inscrire en ligne, il suffit d'aller sur le site de la CPE et c'est peut-être possible aussi et nécessaire d'accompagner les parents lors de ces sessions parce que
tous les parents ne sont pas forcément capables, je pense, de se connecter tout seul et d'être tout seul devant la session. Ça peut être un peu violent. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des dispositifs à inventer où les structures assistent aux sessions avec les parents en question ou où il y ait même un groupe de parents qui puissent accompagner les parents dans le visionnage de ces vidéos. Il y a tous les topos sur le trauma et notamment, bon, j'ai retenu sur France Culture, c'est peut-être pas accessible à tous, mais c'est quand même très, très, elle parle très bien, Muriel Salmona, elle est très, très claire quand elle explique tout ça. Il y a une session de 6 épisodes de l'émission Carnet de santé qui peut être accessible à des parents. Il y a des associations de parents, comme l'association Nos ados oubliés, qui est vraiment une association de parents de jeunes en situation de prostitution. Et puis, il y a, alors ça encore, c'est peut-être un peu difficile pour certains parents, pardon. Ça va dépendre, hein, là c'est aux professionnels aussi d'évaluer en fonction de ce qu'ils repèrent des parents. Il y a un dispositif canadien qui me semble extrêmement pertinent et bien fait, qui s'appelle Capsule Trauma, qui apporte vraiment beaucoup d'informations autour de ce qu'ont subi les jeunes, alors pas spécifiquement en situation de prostitution, mais de la question du trauma complexe, capsule de sensibilisation au trauma complexe. Et là, c'est très pédagogique. Donc peut-être qu'il ne faut pas mettre les parents devant l'ensemble de ces ressources-là, mais peut-être que dans le cadre de l'accompagnement d'un parent, cibler telle ou telle vidéo, là il y en a pas mal de petites vidéos, telle ou telle problématique pour pouvoir en parler avec le parent et l'accompagner. Et là, c'est très concret pour aider l'adulte, parce que ça n'est pas que pour les parents, hein, c'est aussi beaucoup pour les professionnels, pour aider l'adulte à repérer euh, les difficultés considérables auxquelles se confrontent ces jeunes et pourquoi pendant longtemps, souvent la relation semble si difficile et pourquoi on n'arrive à ce point pas à les accrocher. Et donc, ça donne vraiment des pistes assez concrètes pour essayer d'accrocher ces jeunes. Et puis, je finis, alors je fais un peu de pub, si je peux dire personnel, même si j'ai aucun intérêt dans l'affaire. Euh, Moi, j'ai pris la décision, dans le cadre donc, de mes fonctions de chercheur au CNRS, de créer un compte Instagram parce que je me suis dit, en fait, nos recherches, là, nos travaux de recherche qui font 100, 150, 200 pages, ils sont évidemment pas accessibles ni aux jeunes ni aux familles de ces jeunes parce qu'ils vont pas aller chercher toutes ces données-là. Puis ces données, elles sont trop poussées pour intéresser directement des familles. Et en revanche, je me suis dit, il y a besoin de faire passer cette information parce qu'une fois de plus, face à ce comportement-là, enfin, ces pratiques-là, il y a besoin d'aider les parents et de leur donner des informations un peu précises quand même. Et du coup, j'ai créé un compte Instagram qui aborde les différentes problématiques. Donc là, je vous ai mis 3 extraits. Ça part toujours de citations de jeunes qui ont été confrontés à ces faits-là à partir des auditions qui apparaissent dans les procédures judiciaires sur lesquelles je travaillais. Donc là, on a le thème de la violence, la jeune qui raconte, il me tirait les cheveux, il me giflait, il me donnait des tartes. Ensuite, j'ai mis un extrait sur l'addiction et la stratégie criminelle du proxénète que j'ai appelé de façon tout à fait artificielle Mathéo. Et donc Mathéo qui offre les stupéfiants dans un premier temps et une fois que la jeune est addicte, et ben, du coup, elle est obligée de revenir se prostituer non pas parce qu'elle choisit de se prostituer, mais parce qu'elle a besoin de payer sa consommation de stupéfiants. La stratégie est connue et elle est vieille, elle existe depuis longtemps. Et puis, j'ai retenu un extrait d'une émission de télé, là, ça commence aujourd'hui, où on a une jeune femme qui s'appelle Maïté et qui explique très bien le phénomène de la dissociation. Alors, elle n'explique pas forcément sous l'angle psy, mais elle explique que le proxénète avait mis en place, avait créé un personnage virtuel, Katrina, qui permettait une dissociation et j'essaye de décortiquer tout ça. Donc, le but de cet outil-là, il est plutôt pour les jeunes, mais il est aussi possiblement pour les éducateurs. Il peut être aussi utilisé par les éducateurs quand ils travaillent avec les jeunes pour avoir des éléments, des billes, pour essayer de comprendre les stratégies criminelles, les mécanismes psychologiques ou ce que dit la loi. Et il peut être aussi proposé aux parents pour essayer d'avoir là encore des informations pour déculpabiliser autant que faire se peut et les parents et les jeunes en identifiant bien que si la jeune est tombée dans cette spirale-là, elle a bien été aussi victime. Alors, peut-être sa part de responsabilité à un moment donné, mais c'est vraiment pas l'essentiel du sujet. L'essentiel du sujet, c'est surtout qu'elle a été victime d'une stratégie criminelle tout à fait pensée et réfléchie, destinée à l'enfermer dans cette pratique de prostitution et à l'enfermer dans ce système tout à fait dramatique dans les effets qu'il va avoir à long terme sur les jeunes concernés. Voilà, je pense j'ai à peu près tenu le délai. Je vous remercie et je suis à l'écoute. Vous avez été parfaite, pile dans les temps.
On va ouvrir le temps des questions-réponses. Donc, pour rappel, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&R. On s'est noté 3 petites questions. Pour le moment, le sujet des conflits de loyauté quand les jeunes sont pris entre l'institution gardienne, par exemple, et leur famille. La question de l'autorité parentale aussi, comment revenir un peu sur ce sujet de l'autorité parentale, rappeler que de fait, depuis la loi de 2022, on a fixé aussi un cadre un peu plus important et un peu plus strict sur la question des délits et crimes commis à l'encontre des mineurs. Le troisième point, quand cette fameuse autorité parentale est transmise à l'aide sociale à l'enfance, par exemple, quand il y a des délégations d'autorité parentale à l'aide sociale à l'enfance et que l'ASE devient du coup famille. Oui. Alors, j'aurais plus de mal à répondre aux 2 dernières questions, mais je vais essayer. Sur le conflit de loyauté, du coup, quelle était la question? J'ai noté conflit de loyauté. Alors, la question des conflits de loyauté, on va commencer par celle-ci. La question des conflits de loyauté quand le jeune est pris entre deux feux, ses parents et l'institution gardienne ou l'institution qui a la mesure. Là, je pense, pour moi, la grosse responsabilité du professionnel et éventuellement du professionnel aussi qui est au contact avec les parents. Alors déjà, je pense que c'est souvent, ça peut être compliqué que ce soit le même professionnel qui soit en lien avec le jeune sur cette question spécifique de la prostitution, qui est quand même une question extrêmement sensible et difficile, et que ce professionnel soit nécessairement le même qui va accompagner ou aider les parents sur la question de la prostitution aussi. Quand il y a possibilité d'avoir 2 personnes différentes, voire de s'en remettre à un autre acteur extérieur, je pense que ça peut être assez bénéfique pour tout le monde. Mais il me semble que l'essentiel, c'est que les choses soient posées, soient dites. C'est-à-dire, effectivement, on ne va pas se raconter d'histoire, il y a dans bien des cas, il peut y avoir des désaccords entre ce qui va être proposé à la maison par les parents et ce que va préconiser le service gardien ou inversement. Et ben, je pense qu'il est essentiel pour mettre l'enfant en sécurité que ce soit dit finalement et de dire bah, il peut y avoir des règles qui s'appliquent chez toi, parce que tes parents ils sont maîtres de décider comment les règles vont s'appliquer chez toi, puis il y a des règles qui vont s'appliquer quand tu es dans le foyer. Et on ne va pas tenter nous on n'est pas là pour convaincre tes parents de quoi que ce soit, puis ils ont le droit d'avoir on est différents, on a le droit d'avoir des points de vue différents, des approches éducatives différentes, mais en revanche, on va essayer de trouver on va poser les choses et on va essayer de poser un modus vivendi qui soit respectable, qui respecte tout le monde, en fait, respectueux, pardon, de tout le monde. On voit ça très bien dans le cadre scolaire, je pense notamment à la question de l'éducation bisexuelle et affective, où c'est un sujet qui peut être très sensible par rapport à ce que va dire l'éducation nationale, qui ne va pas forcément dire la même chose que ce qui va être dit à la maison. C'est possible dans une société d'avoir une diversité de points de vue, une diversité d'approches, et on peut être capable d'entendre ce que dit l'autre. On est d'accord, on n'est pas d'accord, l'enfant est au milieu, on va lui dire les règles vont s'appliquer comme ça et il y aura d'autres points de vue, puis quand tu seras grand, tu pourras choisir exactement ton point de vue, mais que ça soit posé, que ce soit dit et surtout que ce ne soit pas dans le cadre d'un dénigrement, que les différences puissent être identifiées au cas par cas, mais pour pouvoir aider au maximum les parents enfin les enfants à se positionner sans les mettre dans un conflit de loyauté et en difficulté par rapport à cette question-là. Alors, il y avait une petite question sur l'autorité parentale. On va pouvoir les grouper, mais de manière très légère, faire un rappel sur ce qu'est l'autorité parentale, comment elle s'exerce, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe si l'aide sociale à l'enfance récupère l'autorité parentale. Mais en quelques mots pour rappeler les bases. Troisième question sur la création de groupes de parents et de groupes de parole de parents, comment on capte ces fameux parents, comment on les organise, est-ce qu'ils doivent être en autonomie, est-ce qu'ils doivent être accompagnés d'un professionnel, de quel type de professionnel, un juriste, un psy, un panel de pluridisciplinarité, et sur les études que vous avez pu mener, le public s'interroge sur le fait que vous parliez essentiellement au féminin. Et voilà. Et donc, il se demande si cette étude ne portait exclusivement que sur des filles ou s'il y avait des garçons. Puisque, effectivement, on sait qu'il y a un biais de représentation sur la question des garçons
Complètement. Alors, sur cette dernière question pour laquelle il est très facile de répondre pour moi, en fait, quand j'ai fait cette étude, c'est en 2018 que je suis allée voir le parquet général de Paris. J'ai demandé des dossiers. La procureure générale m'a donné 10 dossiers et il n'y avait que des victimes filles. Donc, je suis revenue vers elle. J'ai dit, bon, c'est bien, mais je voudrais des victimes garçons. Elle m'a dit, je reviens vers les procureurs. Elle est revenue vers les procureurs de toute la couronne parisienne. Donc. Elle me dit, ben, on n'a pas de dossier de garçons. On n'a pas de dossier avec des victimes garçons. Donc, j'ai fait mon étude, enfin, nous avons fait notre étude sur des dossiers qui impliquaient que des filles. Et donc, on a gardé le féminin parce que je ne peux pas vous expliquer que ça va être pareil ou que ça va être différent pour le garçon puisque je ne l'ai pas étudié. Je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a probablement quelques différences, mais mon étude ne porte que sur des filles. Je suis revenue en juin dernier là, devant le procureur général de Paris. Même question, réunion avec tous les procureurs de la région parisienne. J'ai reposé ma question. J'ai dit, bon, si je recommence mon étude, là, est-ce que vous me donnerez des dossiers avec des garçons? Ils m'ont dit, on n'en a quasiment pas. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être un ou deux, mais voilà. Ça veut dire que les dossiers qui concernent les garçons sont très peu identifiés, très peu poursuivis, aboutissent très peu à la condamnation. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais au niveau judiciaire, ils n'apparaissent pas. Donc voilà pourquoi je retiens le féminin parce que je trouve que ce serait mensonger de retenir le masculin, enfin de dire bah, garçon ou fille. Bon, il y a quand même beaucoup de mécanismes qui sont probablement communs. Alors l'autorité parentale, ça, c'est les droits et les devoirs qui vont être exercés par les parents dans l'intérêt de l'enfant. Donc notamment l'éducation, le fait de scolariser l'enfant, les interactions avec l'enfant, etc. Et puis les soins de santé, le fait d'emmener l'enfant chez le médecin et de prendre des décisions qui le concernent, concernant sa santé, par exemple, ce qui peut se poser de façon très fréquente. Là où on peut avoir des moments où il va y avoir des moments de tension, quand il y a notamment cette question-là, qui va se poser dans le cas d'un enfant placé éventuellement, ça peut être au moment des soins, ça peut être au moment de l'exercice de la religion. Et si un enfant veut être baptisé, il y a besoin de l'accord des parents. Bon, voilà. Comment ces questions-là vont incombent à l'enfant qui, jusqu'à sa majorité, ne peut pas accomplir seul tous les actes qui le concernent. Et ce sont ses parents qui ont l'autorité parentale qui accomplissent pour lui les actes qui le concernent. Depuis peu, on dit que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique et sexuelle. Vous savez bien qu'il y a quelque temps, il était plus banal, plus courant, plus admissible de pouvoir donner une gifle, une tape, voire plus à une certaine époque. Et ce qu'on nous dit aussi dans la loi concernant l'autorité parentale, et ça c'est une évolution très nette, c'est que de plus en plus, les enfants doivent être associés aux décisions qu'ils concernent. Évidemment, ça dépend de son âge. À 4 ans, on va l'associer très très peu. S'il faut l'opérer de l'appendicite, on ne va pas forcément lui demander son avis. À 8 ans, pas trop. Mais à 16 ans, on va beaucoup plus associer l'enfant aux décisions qui le concernent. Ça peut être aussi des décisions concernant la scolarité. Je vais donner quelques exemples. Ça peut être aussi le choix d'un établissement, le choix d'une formation par un bac pro, pas bac pro, etc. Ben, c'est des décisions qui concernent aussi l'autorité parentale. Là où vous m'avez fait peur, je ne vous cache pas, je suis transparente, c'est quand vous avez évoqué la réforme de 2002 sur les condamnations. Et ça, j'avoue que j'ai pas. Il y a un retrait automatique de l'autorité parentale en cas de condamnation des parents pour violence. C'est ça, oui. Bon, eh bien, alors, ça ne rentre pas, sauf les cas où c'est le parent qui est auteur. Mais attention, quand j'ai dit violence exercée dans le cadre de la famille, ça peut être aussi par le frère, la sœur, le grand-père, la grand-mère. Donc, c'est pas parce qu'il y a des violences exercées dans le cadre de la famille que systématiquement, il y aurait, dans le cadre qu'on évoque, une condamnation. D'abord, il peut y avoir des violences sans qu'il y ait condamnation pénale pour plein de raisons, parce qu'on n'est pas allé au bout. On a un soupçon de violence, il y a un climat pas net, mais ça ne va pas jusqu'à la condamnation pénale. Et quand bien même il y aurait condamnation pénale, il faudrait que ce soit le parent qui soit condamné pour qu'éventuellement il y ait un retrait de l'autorité parentale. Après, sur le quotidien, alors là, il y a sans doute des gens beaucoup plus compétents que moi sur cette question précise, mais de ce que je crois comprendre des professionnels avec lesquels je travaille, sur le quotidien, il ne va pas y avoir systématiquement consultation des parents sur tous les petits actes de la vie quotidienne qui relèvent au sens large de l'autorité parentale. Il y a consultation des parents sur les actes grave. Alors, il peut y avoir discussion, il peut y avoir des décisions de jurisprudence pour savoir est-ce que réellement ça relevait est-ce que le service pouvait prendre une décision sans informer les parents. Mais donc, au quotidien, évidemment, si jamais l'enfant est pas bien et enfin, voilà, il y a plein de petits actes sur lesquels qui vont pas relever à strictement parler de l'autorité parentale. Voilà. Et quand il y a délégation, délégation, ça veut dire que c'est le service de placement qui va gardien, qui va exercer l'autorité parentale.
Ok, merci beaucoup. Donc, autre question sur les groupes de parents. Comment capter les parents, organiser des groupes de parole, faire en sorte de monter un dialogue à peu près sain et constructif avec eux? Alors, moi, ma conviction, c'est qu'en fait, c'est pas forcément aux structures qui accompagnent les enfants de mettre en place ces groupes-là. Je pense qu'il y a des lieux comme les maisons des adolescents, par exemple, qui peuvent se saisir de ce sujet-là et que c'est important qu'il y ait des partenariats en revanche. Parce que les parents, ils ne peuvent être identifiés qu'à partir Enfin, bien souvent, ils sont identifiés à partir des enfants. Donc, on identifie un enfant en situation de prostitution, on peut prendre contact avec le parent et l'informer des dispositifs qui existent. Mais je ne suis pas sûre que ça soit forcément évident pour une structure. Ils ont assez de missions, les structures qui accompagnent les jeunes, sans en plus de ça rajouter comme mission de prendre en charge l'accompagnement des parents. Donc pour moi, c'est un peu deux sujets tout à fait connexes qui sont en lien les uns avec les autres. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui se consacrent à l'accompagnement des parents. Il me semble, enfin, c'est pas un point de vue théorique, là, ça me semble plus logique que ce soit des acteurs qui se consacrent à l'accompagnement des parents et qu'on ne peut pas forcément faire les deux en même temps. Et donc, comment contacter ces parents? Une fois qu'un acteur qui organiserait des groupes de parole pour les parents, par exemple, serait constitué, il s'agit d'assurer une diffusion pour que toutes les structures qui accompagnent les enfants et qui ont connaissance de la problématique pour les parents, du coup, puissent s'orienter. Voilà, ça implique du partenariat et je ne suis pas sûre qu'on puisse faire l'économie de ce partenariat-là. Alors après, je sais, une fois de plus, hein, il y a beaucoup de dispositifs individuels avec des lignes d'écoute où on va essayer de répondre aux parents et c'est très bien, etc. Mais je crois pas mal à la vertu un peu du collectif et les parents avec lesquels j'ai été en contact disent à quel point ça leur fait du bien de se sentir aussi reconnus par d'autres parents plutôt que d'avoir juste un interlocuteur unique qui va lui dire mais oui, je comprends ce que vous vivez, c'est difficile. Enfin, c'est important, hein, tout est important. De toute façon, il y a pas. Mais je crois que le collectif, ça peut être de même qu'il y a des groupes, des associations de malades sur certaines problématiques. Et le fait d'avoir l'expérience des pairs, c'est aussi utile. Merci beaucoup. Deux dernières questions. La première porte sur l'accompagnement et quel type d'accompagnement psy peut-on mettre en place pour les enfants et pour les parents? Quels professionnels et est-ce qu'il y a un professionnel habilité dans chaque département, par exemple? Oui, alors ça, sans doute que non. Moi, je pose la question, je suis la candide de ce webinaire. Non, alors j'ai pas de compétences précises là-dessus, mais j'entendais encore ce matin sur France Inter, je suis désolée, qu'il y a des départements dans lesquels il y a pas de pédopsychiatre sur le département entier. Donc, bon. Non, je pense que les centres de référence en matière de psychotrauma sont des centres de référence qui normalement existent, enfin, sont prévus dans tous les départements, peuvent être des centres ressources pertinents. Après, je sais bien ce qu'on va me répondre, c'est qu'on va me dire, oui, mais dans la vraie vie, si la jeune, elle n'est pas prête à ça, c'est pas, on ne peut pas la faire travailler sur le trauma si elle n'en est pas là, en fait, dans son cheminement. Là, il y a des critères, etc., que je ne suis pas du tout capable d'évaluer. Mais je mesure qu'on ne peut pas dire, bon, ben, tu as été victime de ça, visiblement, tu as l'air vraiment mal en point et tu es donc des conduites répétitives, autodestructives, donc on va t'emmener dans un centre de consultation et ça va régler le problème. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. En fait, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la question du lien. C'est la question de la restauration du lien. Donc, dans les étapes qu'il va falloir respecter avant d'en arriver à l'accompagnement psy, il va falloir d'abord retravailler sur la restauration du lien, la création d'un lien de confiance avec la jeune, la mise en sécurité, souvent le soin somatique. Commencer par le soin somatique, c'est souvent une meilleure porte d'entrée que le soin psychique pour ces jeunes, c'est-à-dire qu'elles ont souvent des troubles, soit des scarifications qui se sont infectées, soit des infections gynéco, soit des maux de ventre parce qu'elles ne mangent pas bien pendant les plans, enfin voilà, soit des problèmes d'addiction, problèmes majeurs d'addiction, on n'en a pas du tout parlé, mais ça fait vraiment partie du sujet. Et en fait, tant que tout ça, on n'a pas fait baisser la pression sur cette partie de somatique, bien souvent, il n'est pas du tout possible d'accéder à du soin psy. Et du coup, je ne peux pas vous dire, moi, quel est le bon moment pour arriver aux soins psy, mais je peux vous dire que souvent, il y a des étapes somatiques, addiction, il y a souvent des demandes autour de l'addiction et le soin psy après.
Et donc, sur les professionnels, moi, je pense qu'il faut passer par des professionnels spécialisés. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, mais je pense que sur ces sujets-là, on a quand même fait énormément de progrès. J'ai connaissance de situations de jeunes pour lesquelles il y a eu beaucoup d'errances diagnostiques, où on est parti sur un problème de schizophrénie là, pour une jeune, voilà, et en fait hospitalisée pendant longtemps. Et puis, en fait, elle ressort et tout recommence à zéro, etc. Et en fait, il y a une grosse errance diagnostique et c'est difficile, hein, je ne vais pas du tout expliquer comment il faut faire, j'en sais rien, je ne suis pas du tout psy, mais moi j'aurais ma fille qui serait confrontée à ce problème-là, je me dirais il faut aller chercher directement de l'information auprès des professionnels spécialisés parce qu'on est sur des sujets très compliqués, très difficiles, et donc on peut avoir des professionnels qui sont eux aussi malheureusement très démunis, enfin c'est normal, c'est de l'humain, mais autant orienter au mieux possible, ne serait-ce que pour les parents de demander une consultation pour avoir des informations auprès d'un service spécialisé, même si le jeune lui-même n'est pas en capacité pour le moment d'être suivi par le service. Et petite remarque, je crois qu'il est possible dans le cadre des dispositifs, même des remboursements de consultation de psychologues, que si la consultation des parents porte sur l'enfant, que les consultations soient remboursées aussi. Voilà, je pense que les parents, ils ne peuvent pas réagir seuls et je pense que ça, c'est vraiment important à leur dire. Ils ne peuvent pas gérer seuls, c'est trop dur, c'est trop violent et donc il y a besoin d'être aidé aussi quand on est parent et quand on a un enfant confronté à ça pour pouvoir aider l'enfant aussi, pour pouvoir s'aider soi-même, bien sûr, et pour pouvoir aider l'enfant. Et dernière question, comment travailler plus particulièrement sur cette question de la prostitution des mineurs et dans l'ensemble de l'exploitation sexuelle des mineurs avec les familles en situation de nomadisme, d'hommes, roms, gitanes, etc. Eh oui, c'est compliqué. C'est une question dure. Nos Euh, participants sont extrêmement exigeants. oui, je vois. Ça, de toute façon, ouais, je vois bien la problématique pour connaître ça dans d'autres domaines, sur d'autres formes d'exploitation, etc. Mais la mise en place d'un suivi, là, j'ai pas, je sais pas. On est nous-mêmes démunis. Ou comment l'aborder en tout cas sans peut-être, je sais que vous avez mené des travaux sur ces populations. Comment aborder au moins le sujet peut-être sans que ce soit une fracture avec la famille? Parce que ce que nous disait la personne qui nous a posé la question, c'est qu'ils ont tenté d'aborder le sujet et que la famille avait déménagé, enfin, était Oui, partie. ouais. Alors quand même, ce que je dirais, si, je reprends Ah, mes esprits, ce que je dirais, c'est que si on évoque alors, vraiment, il ne faut pas que j'essentialise et que je fasse un gros amalgame. Bon, mais c'est difficile parce que les choses ne sont pas posées assez explicitement. On n'a pas le temps de parler assez explicitement. Mais il est possible que dans des familles, effectivement, originaires de certains pays d'Europe de l'Est, avec des habitudes de nomadisme, il est possible que l'exploitation vienne de la famille. L'exploitation sexuelle vienne de la famille. Et dans ce cas, c'est une problématique complètement différente de celle qu'on a abordée. L'angle d'approche que j'ai retenu aujourd'hui, c'est plutôt de dire attention, toutes les familles ne sont pas maltraitantes et ne sont pas liées à la pratique de la prostitution. Et les jeunes peuvent revendiquer complètement, ce dont j'ai parlé aujourd'hui, les jeunes revendiquent la pratique de la prostitution, je gère, je suis autonome, je fais ce que je veux, et la famille est démunie, en détresse et a besoin d'être accompagnée, et en même temps, comme la jeune, pardon, est très agressive, très dans toutes les manifestations possiblement du psychotrauma, d'agressivité, etc., les familles n'arrivent pas du tout à accompagner leurs jeunes, mais pour autant, ils ne valident pas du tout les pratiques des jeunes, et s'ils n'arrivent pas à accompagner leurs jeunes, c'est aussi parce qu'ils sont très choqués par ce que vit leur jeune, qui refusent qu'on lui applique l'étiquette de victime. Ça, c'est ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Deuxième cas de figure très différent, ce serait l'hypothèse, possiblement dans les familles nomades, effectivement, où ce serait la famille qui aurait un rôle d'exploitation. Et là, quand vous me dites, en fait, on a voulu en parler, la famille est partie, mais je me dis tout de suite, bien sûr que la famille est partie, si c'est l'hypothèse à laquelle je pense, parce qu'en fait, la famille s'est sentie mise en danger parce qu'on était en train d'identifier que la façon dont ils se comportaient avec la jeune était une pratique considérée comme criminelle ici, et que du coup, effectivement, ça allait les mettre en danger. Donc, si on parle de familles qui elles-mêmes sont impliquées dans l'exploitation sexuelle de leurs jeunes, ce qui arrive évidemment, dans ce cas-là, je dirais surtout, je reviens à rebours de tout ce que j'ai dit précédemment, surtout on n'en parle pas à la famille en fait. On essaye de mettre en place des mesures de protection et malheureusement, les mesures de protection risquent de passer par un éloignement de l'enfant à l'égard de la famille dans ce cadre-là. En tout cas, il va falloir
prendre le temps d'identifier avec le jeune ce qui se passe exactement avant de sortir le bazooka et d'éloigner tout le monde, mais essayer de comprendre ce qui se joue et si réellement on est sur des pratiques où c'est les parents qui exploitent sexuellement les enfants, ben là après la décision va incomber au juge, mais la décision risque d'être un éloignement, effectivement, un placement avec éloignement de la famille. Et ça, c'est tout à fait différent de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Donc, je vous remercie de m'avoir posé cette question qui me permet de clarifier ce point. Oui, et juste une petite info sur la question des enfants en situation de nomadisme, le rapport de l'association Trajectoire Oui, bien sûr. de l'année précédente, pas de cette année, celle que vous trouvez en ligne sur leur site internet peut vous apporter un éclairage particulier. J'ai répondu en privé à Tania Yakchik pour lui dire qu'elle peut aussi très bien contacter le dispositif Inside et qu'on est toujours dispo pour les collègues. Voilà. Je vais passer la parole à vous dire déjà un très grand merci et passer la parole à Béatrice pour les quelques mots de fin. Et merci beaucoup aux participants très actifs sur le question-réponse et sur la discussion chat. Eh ben, merci, merci à tous, mais surtout merci à vous, Madame Lavaux-Legendre, pour vraiment votre intervention, cet éclairage mais vraiment précieux que vous avez pu nous apporter. Et juste pour vous remercier tous d'avoir été présents aujourd'hui. Juste petit rappel, merci de suivre le compte Instagram, donc les bosseuses animé par Madame Lavaux-Legendre et son équipe. Donc ça permet toujours d'avoir une visibilité. Pour information, donc le webinaire il sera disponible en replay. Vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de l'association ALC. En attendant qu'il soit mis en ligne, actuellement, vous pouvez déjà retrouver le précédent qui a eu lieu sur polyaddiction et exploitation sexuelle pour ceux qui se posaient la question sur tout ce qui était addiction, qui avait été animé par le docteur Perret. En ce qui nous concerne, nous, on vous propose un nouveau rendez-vous pour un prochain webinaire au mois de décembre qui aura lieu donc à une date encore à définir, mais vous serez informés. Et le thème, c'est exploitation sexuelle et pop culture. Donc, on vous invitera à venir nombreux et nombreuses à ce moment-là pour vous connecter. Donc, en attendant, on vous souhaite à tous une très, très, très bonne journée. Merci mille fois, Madame Lavaux-Legendre, pour vraiment cette intervention et cet enrichissement. Vous avez permis d'apporter pas mal de réflexions autour de cette dynamique, de cette problématique. Et on espère pouvoir retravailler avec vous sous peu. Merci beaucoup. Une petite aparté, donc c'est sur la chaîne YouTube d'ALC que vous trouverez le replay déjà et votre exposé a conquis. On n'a que des grands merci dans le chat et on a un chat parfait. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à suivre nos chaînes et toutes les informations présentes. Hop, on vous donne toutes les informations concernant Inside. Donc, nos pages, notre mail, notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux au nom des tchatcheuses. Et pour tout ce qui est question autour de l'exploitation sexuelle, de nos missions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail. Merci à tous pour votre écoute.